La petite fille n'était pas censée être dehors aussi tard. Pieds nus, yeux gonflés, mains tremblantes, elle serrait son sac à dos déchiré comme un bouclier. Elle s'enfonçait dans le quartier que tout le monde évitait après le coucher du soleil. Elle se dirigeait droit vers l'homme que tout le monde craignait, le chef du gang. Il était assis devant son club, une cigarette rougeoyant dans l'obscurité, lorsqu'elle s'arrêta devant lui. Trop petite, trop effrayée, trop désespérée. S'il vous plaît, murmura-t-elle d'une voix cassée. Il a fait du mal à ma grand-mère. La cigarette s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. La rue devint silencieuse. Même la musique à l'intérieur du club s'éteignit lorsque ces hommes se retournèrent pour regarder. Qui? Demanda le chef calmement. Sans colère, sans élever la voix, juste froidement. Le menton de la fillette trembla lorsqu'elle leva un doigt tremblant et désigna un appartement délabré au bout de la rue. Un homme se tenait à la fenêtre, souriant, la regardant comme s'il était le maître de la peur. Le patron serra les mâchoires. Il connaissait cet homme, un récidiviste violent, quelqu'un que les tribunaux continuaient de laisser en liberté. La voix de la petite fille se brisa à nouveau. Il l'avait frappée parce qu'elle n'avait pas trouvé l'argent pour payer le loyer. Le chef du gang se leva lentement, délibérément, d'un calme mortel. Il tendit sa veste à l'un de ses hommes, jeta sa cigarette, puis hocha la tête une fois. Va chercher la voiture. Moins d'une minute plus tard, son SUV noir s'arrêtait dans un crissement de pneus juste devant la porte de l'homme. Et que s'est-il passé ensuite? Ce que ce quartier a entendu, vu et chuchoté pendant des mois, a secoué toute la ville et a transformé cette petite fille en membre de la famille. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la vérité sur ce que le chef du gang a découvert dans cet appartement a tout changé. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de laisser un commentaire pour indiquer d'où vous la regardez. Maintenant, commençons. Elle s'appelait Maria. Elle avait 8 ans et elle courait depuis 3 pâtés de maison. Les coupures sur ses pieds laissaient de petites gouttes de sang sur le trottoir fissuré derrière elle. Elle ne ressentait plus la douleur. La peur avait pris le dessus sur tout le reste. L'appartement derrière elle abritait la seule famille qui lui restait. Sa grand-mère, Elena, âgée de 73 ans, qui travaillait 2 fois plus à la laverie automatique juste pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table, qui chantait des berceuses dans un espagnol approximatif lorsque Maria n'arrivait pas à dormir, qui embrassait chaque genou écorché et promettait que tout irait bien. Mais ce soir-là, tout n'allait pas bien. Maria avait regardé à travers la fente de la porte de sa chambre l'homme à qui Elena louait une chambre attraper le poignet de sa grand-mère. Elle avait entendu le craquement sec qui avait fait crier Elena. Elle avait vu sa grand-mère tomber contre le comptoir de la cuisine, se tenant le côté. « Où est-ce mon argent, vieille femme ?» avait-il grogné, l'haleine chargée d'alcool et de rage. « Tu crois que je dirige une œuvre caritative ici ?» avait tenté d'expliquer Elena. La laverie a réduit ses horaires. Elle aurait payé le loyer vendredi. Elle avait juste besoin de 3 jours de plus. L'homme avait répondu par une gifle qui avait envoyé les lunettes d'Elena voler contre le mur. C'est alors que Maria s'était enfuie. Le quartier connaissait Vincent Morales bien avant que la petite fille ne fasse irruption dans son univers. Il l'appelait Elf, le patron. Non pas à cause d'un fantasme romantique tiré d'un film, mais en raison du pouvoir froid et calculateur qui maintenait l'ordre dans les rues lorsque la police ne pouvait ou ne voulait pas le faire. Vincent ne vendait pas de drogue aux enfants, il ne faisait pas de mal aux femmes, il ne tolérait personne qui le faisait. Telles étaient ses règles. Elles étaient gravées dans la pierre et appliquées avec une justice rapide et brutale. Mais ce soir-là, alors qu'il était assis devant son club et observait la rue déserte, Vincent pensait à sa propre grand-mère. Abuela Rosa, qu'il avait élevée après la mort de ses parents, qui avait cumulé 3 emplois pour le nourrir et le scolariser, qui était morte seule dans un lit d'hôpital, tandis que Vincent était enfermé pour avoir défendu son honneur contre un homme qui n'était pas sans rappeler celui qui terrorisait actuellement Elena. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Le système qui avait laissé tomber sa grand-mère était sur le point d'en laisser tomber une autre. Lorsque Maria apparut à la lisière du lampadaire, Marco, le lieutenant de Vincent, commença à lui faire signe de s'en aller. Les enfants n'avaient rien à faire ici. Pas à cette heure-ci. Pas à cet endroit. Mais quelque chose dans sa façon de se déplacer l'arrêta. Sa détermination désespérée. La façon dont elle regardait sans cesse par-dessus son épaule,
comme si la mort elle-même la poursuivait. Vincent leva la main. Laissez-la venir. Alors que Maria s'approchait, Vincent pouvait lire son histoire sur son petit corps. Le pyjama déchiré, la saleté sous ses ongles, la façon dont elle favorisait son pied gauche où un morceau de verre l'avait profondément coupé. La plupart des hommes dans la position de Vincent l'auraient renvoyé, auraient dit que c'était le problème de quelqu'un d'autre, auraient repris leurs cigarettes et leur nuit tranquille. Vincent n'était pas comme la plupart des hommes. « Comment t'appelles-tu, petite ?» demanda-t-il d'une voix plus douce que celle que les gens de la rue lui avaient jamais entendue. « Maria, murmura-t-elle. « Et où habites-tu, Maria ?» Elle désigna à nouveau l'immeuble. Vincent le connaissait bien, un taudis qui aurait dû être condamné depuis des années, mais qui abritait des familles qui n'avaient nulle part où aller, des familles que la ville avait oubliées. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Les mots sortirent entre deux sanglots. Comment sa grand-mère avait accueilli un locataire pour aider à payer le loyer. Comment il buvait de plus en plus, devenait de plus en plus violent, comment ce soir-là, il avait exigé de l'argent qu'il n'avait pas. Et quand Elena avait essayé de s'expliquer, il l'avait blessée. « Elle saigne, murmura Maria, et elle ne se relève pas. » Les hommes de Vincent virent le visage de leur patron changer. Le contrôle minutieux qu'il maintenait, le masque qu'il portait pour naviguer dans son monde, s'est fissuré juste assez pour laisser apparaître le feu qui brûlait en dessous. Mais Vincent n'a pas explosé. Il ne s'est pas mis en colère. Au lieu de cela, il s'est agenouillé à la hauteur de Maria et a parlé d'une voix aussi ferme que la pierre. « Comment s'appelle cet homme? »« Tommy. Tommy quelque chose. Il sent la bière et il a un tatouage sur le cou qui ressemble à un serpent. » Vincent le connaissait. Tommy Rohr, un petit délinquant qui avait pour habitude de s'en prendre aux personnes plus faibles que lui. Le genre de prédateur qui s'en prenait aux femmes âgées et aux mères célibataires et leur rendait la vie impossible en échange d'un loyer modique. Le genre d'homme que Vincent attendait une excuse pour aller voir. « Maria, dit Vincent en se levant, je veux que tu restes assis avec mon ami Marco. Il va t'apporter des chaussures et quelque chose à boire. Mais ma grand-mère, je vais m'occuper de ta grand-mère. » Quelque chose dans son ton fit taire Maria, qui acquiesça et prit la main que Marco lui tendait. Vincent se dirigea vers son SUV d'un pas délibéré et calme. Ces hommes connaissaient cette démarche. Ils l'avaient déjà vue auparavant, juste avant que Vincent ne rende le genre de justice que les tribunaux ne rendraient jamais. Alors que le moteur démarrait, Vincent pensa au choix auquel chaque homme est confronté lorsqu'il est confronté au mal. Tu peux détourner le regard. Se dire que ce n'est pas son problème. Espérer que quelqu'un d'autre s'en occupera ou que l'on pourra s'en occuper soi-même. Le SUV quitta le trottoir avec Vincent au volant et 3 de ses hommes les plus fidèles à ses côtés. Ils parcoururent les 2 pâtés de maisons qui les séparaient de l'immeuble d'Elelanena dans un silence complet. Chacun comprenait exactement ce qui allait se passer. Dans l'immeuble, Tommy Rohr célébrait sa domination avec une autre bière. Elena gisait recroquevillée sur le sol de la cuisine, trop blessée pour bouger, trop effrayée pour appeler à l'aide. Il ne savait pas que les secours étaient déjà là. La porte d'entrée de l'immeuble pendait de travers sur des gonds rouillés. Vincent l'ouvrit sans frapper. Le couloir empestait la moisissure et les rêves brisés, le genre d'endroit où l'espoir allait mourir. Le rire de Tommy Rohr résonnait depuis l'appartement 2B, fort, ivre, victorieux. Ce son fit froid dans le dos de Vincent et Nana Mermonton. Ces hommes l'encadraient tandis qu'il montait l'escalier étroit. Pas besoin de mots. Ils avaient déjà fait cela auparavant, mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, une fillette de 8 ans, aux pieds ensanglantés, avait confié tout son monde à Vincent. La porte de l'appartement était en bois mince et bon marché, qui n'aurait pas arrêté un enfant déterminé, encore moins 4 hommes qui avaient fait de la violence leur profession. Vincent essaya d'abord la poignée. Verrouillée. Il recula et fit signe à Santos, son homme de main. Un coup de pied. La porte explosa vers l'intérieur, le bois éclatant comme le tonnerre. Tommy Rohr se retourna, la bouteille de bière figée à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit Vincent debout dans l'embrasure de la porte, silhouetté par la lumière du couloir comme le messager de la mort. Vincent Morales, Tommy balbutia, essayant de paraître dur, mais échouant lamentablement. « Qu'est-ce que tu fous ici? » Le regard de Vincent balaya l'appartement, les meubles renversés, la vaisselle cassée, et là, recroquevillé sur le sol en linoléum de la cuisine. Elena, ses cheveux gris collés de sang,
son corps frêle tremblant, alors qu'elle essayait de se hisser contre le placard. Cette vision frappa Vincent comme un coup physique. Abuela Rosa gisait seule dans ce lit d'hôpital, oubliée pendant qu'il pourrissait en prison pour avoir essayé de la protéger d'hommes exactement comme Tommy Rohr. « Éloigne-toi d'elle, dit Vincent calmement. La fausse bravade de Tommy s'effondra. Il connaissait la réputation de Vincent. Tout le monde dans la ville savait ce qui arrivait aux hommes qui se mettaient à dos Elf, mais le désespoir et l'alcool l'avaient rendu stupide. « Elle me doit de l'argent, marmonna Tommy. C'est chez moi ici. Tu n'as rien à faire ici. » Vincent entra dans l'appartement. Ses hommes se déployèrent derrière lui, bloquant toutes les issues. L'air s'alourdit d'une tension qui annonçait la violence. « Ton appartement ?» La voix de Vincent restait d'un calme mortel. « Tu as fait du mal à une vieille femme chez toi? »« Je n'ai fait de mal à personne. » Elle s'effondra. Le mensonge flottait dans l'air comme de la fumée. Vincent regarda à nouveau Elena, qui le regardait maintenant avec des yeux confus et effrayés. Les ecchymoses sur son visage racontaient une histoire différente de celle racontée par Tommy. Vincent avait bâti sa réputation sur une justice rapide et brutale. Les hommes qui le contrariaient disparaissaient. Les entreprises qui ne payaient pas leur protection étaient incendiées. La police fermait les yeux parce que Vincent tenait les vrais monstres à l'écart des rues. Mais ce n'était pas une affaire, c'était personnel. « Elena, » dit Vincent doucement, s'accroupissant à côté de la vieille femme. « Je suis là pour vous aider. » Maria m'envoie. En entendant le nom de sa petite fille, les yeux d'Elena se remplirent de larmes. « Maria est-elle en sécurité? » Je lui ai dit de s'enfuir, mais elle est en sécurité. Vincent la rassura. « Elle est avec mes hommes. Elle est courageuse, cette petite fille. Plus courageuse que la plupart des hommes adultes que je connais. » Vincent aida Elena à s'asseoir contre le placard. Son toucher était étonnamment doux pour des mains qui avaient commis tant de violence. Il sortit son téléphone et appela son médecin personnel. « Doc, j'ai besoin de vous aux appartements Riverside. Bâtiment C, appartement 2B, femme âgée, possible fracture des côtes, traumatisme crânien. Et Doc, c'est de la famille. » Tommy observait cet échange avec une panique grandissante. Il avait entendu des histoires sur la famille de Vincent, sur la façon dont Ellie les protégeait, sur le fait que s'en prendre à la famille de Vincent revenait à signer son propre arrêt de mort. « Écoutez, Vincent, on peut peut-être trouver un arrangement. » Tommy commença à reculer vers la fenêtre de la cuisine. « Je ne savais pas que la vieille dame avait des relations. On peut oublier tout ça, n'est-ce pas? » Vincent se leva lentement, toute son attention désormais concentrée sur Tommy. La pièce semblait rétrécir autour d'eux. « Des relations? » La voix de Vincent était à peine plus qu'un murmure. « Vous pensez que c'est une question de relations? » Il fit un pas en avant. Tommy se plaqua contre la fenêtre. Il s'agit d'une fillette de 8 ans qui a du sang sur les pieds, qui court dans le pire quartier de la ville parce qu'elle pensait que j'étais le seul à pouvoir aider sa grand-mère. Il fit un autre pas. Les mains de Tommy tremblaient, tandis qu'il cherchait à tâtons le loquet de la fenêtre. Il s'agit d'une femme de 73 ans, qui a 2 emplois et qui n'arrive toujours pas à payer son loyer, qui se fait battre par une ordure qui pense que sa force lui donne le droit de faire ce qu'il veut. La fenêtre ne bougeait pas. Tommy était piégé. Et cela, continua Vincent, désormais assez proche pour sentir l'odeur de bière éventée dans la laine de Tommy, c'est pour t'apprendre ce qui arrive quand tu fais du mal à ma famille. Ta famille? Je n'ai jamais vu ces gens de ma vie. Vincent sourit. Mais son sourire n'avait rien de chaleureux. Tu as raison, tu ne les as jamais vus. Mais cette petite fille m'a confié sa douleur. Cette vieille femme avait besoin de protection et la loi l'a laissé tomber. Alors maintenant, c'est à moi de les protéger. Santos apparut derrière Vincent, faisant craquer ses doigts. Louis se plaça de l'autre côté de Tommy. Miguel bloqua l'entrée de la cuisine. Les yeux de Tommy balayèrent désespérément la pièce. « Allez, Vincent, elle va bien. Regarde, elle est assise. Elle n'a pas vraiment de mal, n'est-ce pas? » Vincent regarda Elena, qui se tenait les côtes, et essayait de ne pas pleurer, puis la chaise renversée sur laquelle elle était assise lorsque Tommy l'avait attaquée. Au sol, le cadre photo brisé contenait une photo d'Elena et Maria au parc, toutes deux souriantes. Rien de grave. La voix de Vincent se réduisit à un murmure qui semblait plus menaçant que n'importe quel cri. « C'est la grand-mère de quelqu'un, Tommy. Elle est tout pour cette petite Avélie. » Vincent repensa aux funérailles de sa propre grand-mère,
À quel point le cercueil semblait petit, au peu de personnes présentes, à la façon dont le système l'avait laissé tomber chaque jour jusqu'à la fin. Pas cette fois. Pas Elena. Pas Maria. S'il te plaît, gémit Tommy. Je partirai. Je ne reviendrai jamais. Je le jure. Vincent réfléchit. Ce serait facile, propre. Laisser Tommy s'enfuir la queue entre les jabos et peut-être qu'il aurait appris sa leçon. Mais Vincent savait mieux que ça. Les hommes comme Tommy n'apprenaient pas de leçons. Ils trouvaient de nouvelles victimes, des cibles plus faibles. Ils déplaçaient leur violence ailleurs et appelaient en cela du progrès. Le bruit des sirènes déchira l'air nocturne, mais ce n'était pas la police. Le médecin de Vincent arrivait avec son ambulance privée. En quelques minutes, les ambulanciers aidèrent Elena à s'installer délicatement sur une civière, vérifièrent ses signes vitaux et s'assurèrent qu'elle recevait les soins qu'elle méritait. Alors qu'il passait devant lui avec Elena, elle saisit la main de Vincent avec une force surprenante. « Merci, murmura-t-elle, mais s'il te plaît, ne lui fais pas de mal à cause de moi. Je ne veux pas que Maria te perde aussi. » Ces mots frappèrent Vincent plus fort que tous les coups qu'il avait jamais reçus. Cette femme, brisée et ensanglantée, s'inquiétait pour lui, pour les conséquences qu'il pourrait subir pour l'avoir protégée. C'était exactement ce qu'Abuela Rosa aurait dit. Vincent serra doucement la main d'Elena. « Tu n'as plus à t'inquiéter de rien. Maria et toi êtes en sécurité maintenant. » Alors que les ambulanciers emmenaient Elena, Vincent se tourna vers Tommy, qui pleurait ouvertement. « Tu sais ce qui est drôle, Tommy ?» dit Vincent d'un ton conversationnel. « Je suis venu ici avec l'intention de te tuer. Une solution simple, nette et définitive au problème que tu représentes. » Les jambes de Tommy se dérobèrent sous lui. Il glissa le long du mur jusqu'au sol. « Mais cette vieille femme vient de me demander de ne pas te faire de mal. Imagine un peu, après ce que tu lui as fait, elle s'inquiète pour ton bien-être. » Vincent s'accroupit à la hauteur de Tommy, comme il l'avait fait avec Maria, mais sa voix n'avait rien de la douceur dont il avait fait preuve avec la petite fille. « Voici donc ce qui va se passer à la place. » Les mots de Vincent flottaient dans l'air comme la fumée d'un canon. Le visage de Tommy était devenu blanc comme neige. La sueur perlait sur son front, malgré la brise fraîche de la nuit qui soufflait à travers la fenêtre cassée. « Tu vas faire tes valises tout de suite. Tout ce que tu possèdes tient dans 2 sacs, sinon ça restera ici pour toujours. » Santos s'avança et sortit son téléphone. « Je vais appeler les garçons pour m'assurer qu'il comprend le délai. »« Non, » dit Vincent calmement. « Il comprend parfaitement, n'est-ce que pas, Tommy? » Tommy acquiesça frénétiquement, se levant précipitamment et se précipitant vers la chambre. Le bruit des tiroirs qu'on ouvrait brusquement et des vêtements qu'on fourrait dans des sacs rompit le silence. Vincent se dirigea vers la fenêtre de la cuisine et regarda la rue en contrebas. Son SUV était garé sous un lampadaire cassé, et sur le siège passager, il pouvait voir la petite silhouette de Maria. Elle portait la veste trop grande de Marco. Son petit corps se noyait dans le cuir noir. Cette vision fit naître un pincement dans la poitrine de Vincent. Combien de nuits avait-il passé, enfant, à attendre dans des voitures pendant que des adultes prenaient des décisions qui allaient changer sa vie à jamais? Combien de fois avait-il souhaité que quelqu'un lui dise simplement que tout irait bien? Patron appela doucement Louis depuis le seuil de la porte. Le médecin dit qu'Elena a 2 côtes fêlées et une légère commotion cérébrale. Il l'emmène à St. Mary's pour observation, mais elle va s'en sortir. Bien. La voix de Vincent était calme, mais ses mains se crispèrent en point. Assure-toi qu'elle ait une chambre individuelle. Les meilleurs soins possibles, c'est déjà fait. Et patron, la petite fille n'arrête pas de demander quand elle pourra voir sa grand-mère. Vincent se détourna de la fenêtre. Tommy continuait à jeter des vêtements dans un sac de voyage, ses mouvements frénétiques et désespérés. Toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil vers Vincent, comme s'il vérifiait si la mort l'attendait toujours. « Dis à Maria que nous irons voir Elena dès que Tommy aura fini ses bagages. » Les bruits provenant de la chambre devenaient de plus en plus frénétiques. Les tiroirs de la commode claquaient. Les cintres grinçaient sur la tringle du placard. Le bruit désespéré d'un homme essayant de faire tenir toute sa vie dans 2 sacs avant que sa chance ne tourne. Le téléphone de Vincent vibra. Un SMS de Marco. « La petite fille veut savoir si sa grand-mère va bien. Que dois-je lui répondre? » Vincent répondit par SMS. « Dis-lui que sa grand-mère est en sécurité maintenant. Dis-lui qu'elle a été courageuse. Dis-lui que je tiens mes promesses. »
En vérité, Vincent avait fait beaucoup de promesses dans sa vie. La plupart concernaient ce qui arriverait à ceux qui se mettraient en travers de son chemin. Mais la promesse qu'il avait faite à une fillette de 8 ans, aux pieds ensanglantés, était différente. C'était le genre de promesse qui pouvait le sauver ou le condamner, selon la façon dont il la tiendrait. Tommy tituba jusqu'au salon, traînant derrière lui 2 sacs trop remplis. Son visage était rouge d'effort et de peur. Des taches sombres s'étalaient sous ses aisselles, malgré l'air frais de la nuit. « Je suis prêt, haleta-t-il. Je suis prêt à partir. » Vincent l'observa longuement. Au cours de toutes ces années passées dans ces rues, il avait eu affaire à des centaines d'hommes comme Tommy. Des lâches qui s'en prenaient aux plus faibles parce qu'ils n'osaient pas affronter ceux de leur taille. Des hommes qui confondaient cruauté et force, violence et pouvoir. « Où iras-tu? » demanda Vincent. Tommy ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Il n'avait pas réfléchi à la question. Il pensait probablement qu'il serait mort à présent. « J'ai un cousin à Detroit. Je pourrais peut-être squatter chez lui pendant quelque temps. » « Détroit, c'est bien, c'est loin. C'est un autre État, avec d'autres règles. » Vincent s'approcha et Tommy recula instinctivement vers la porte. « Mais voilà le problème avec les règles, Tommy. Les miennes se suivent partout où tu vas. » Santos et Louis encadraient Tommy de chaque côté, assez près pour l'attraper s'il essayait de s'enfuir, assez près pour entendre chaque mot que Vincent allait prononcer. « Tu as déjà levé la main sur une autre femme, une autre personne âgée, un autre enfant, et j'en entendrai parler. Peut-être pas d'aujourd'hui, peut-être pas demain, mais tôt ou tard. » Et quand j'en entendrai parler, Vincent laissa sa phrase en suspens. Parfois, les menaces que l'on ne formule pas sont plus puissantes que celles que l'on prononce. « Je comprends, » murmura Tommy. « Vraiment? Parce que je ne pense pas que tu comprennes ce qui s'est passé ici ce soir. Tu penses qu'il s'agit d'argent pour payer le loyer. Tu penses qu'il s'agit d'une vieille femme qui ne pouvait pas payer ses factures? » Vincent s'approcha, baissant la voix jusqu'à murmurer. « Il s'agit d'une fillette de 8 ans qui a couru pieds nus à travers le pire quartier de la ville parce qu'elle croyait que je pourrais l'aider. Il s'agit d'une confiance qui ne s'achète pas, ne se vend pas et ne se vole pas. Il s'agit de la famille, Tommy, et la famille, c'est pour toujours. » Le mot « pour toujours » semblait résonner dans le petit appartement. Les sacs de Tommy tremblaient dans ses mains. « Tu as fait du mal à ma famille ce soir. Tu as poussé cette petite fille à courir se réfugier chez un chef de gang parce que la loi l'avait laissé tomber. Tu as fait saigner une vieille femme sur le sol de sa propre cuisine parce que tu pensais que ta force te donnait le droit d'agir ainsi. » Vincent a mis la main dans sa veste et les yeux de Tommy se sont écarquillés de terreur. Mais au lieu d'une arme, Vincent a sorti une grosse liasse de billets. « Voici 3 000 $, les frais médicaux d'Elena, plus le premier et le dernier mois de loyer d'un meilleur logement, plus assez d'argent pour tout ce dont elle et Maria pourraient avoir besoin. » Il a tendu l'argent et Tommy l'a regardé comme s'il allait exploser. « Prends-le. Je ne comprends pas. »« Prends l'argent, Tommy. Tu vas le remettre à mon homme, Santos, avant de quitter cet immeuble. Il s'assurera qu'il parvienne à Elena, et tu sauras que la vieille femme que tu as battue ce soir vivra mieux parce que tu es parti. » Les mains de Tommy tremblaient lorsqu'il accepta l'argent. Les billets semblaient lourds dans sa paume, plus lourds que l'argent ne devrait l'être. « Pourquoi? » murmura-t-il. Vincent sourit, mais son sourire n'avait rien de chaleureux. « Parce que je veux que tu te souviennes de ce moment pour le reste de ta vie. Je veux que tu te souviennes que j'aurais pu te tuer ce soir. Que j'aurais dû te tuer ce soir, mais que je ne l'ai pas fait. » Il se pencha vers lui, assez près pour que Tommy puisse sentir son eau de Cologne. « Cher et propre. Je veux que tu te souviennes que la vieille femme que tu as battue m'a demandé d'épargner ta vie. Et je veux que tu y repenses chaque jour, Tommy. Je veux que tu réfléchisses au genre d'homme que tu es et au genre d'homme qu'elle est. Et peut-être que si tu as beaucoup de chance, tu trouveras comment devenir quelqu'un qui mérite la pitié qu'elle t'a témoignée. » Vincent recula et fit un signe de tête à Santos, qui prit l'argent des mains tremblantes de Tommy. « Miguel va te conduire à la gare routière. Tu as 30 minutes pour acheter un billet pour n'importe quelle destination, sauf ici. Après cela, si je te revois dans ma ville, Mercy ne sera plus qu'un souvenir. » Miguel apparut dans l'embrasure de la porte, les clés tintant dans sa main. Il était le plus jeune de l'équipe de Vincent, à peine âgé de 25 ans, mais ses yeux reflétaient la dureté acquise en grandissant dans des endroits où l'enfance prend fin prématurément.
Allons-y, dit Miguel calmement. Tommy attrapa ses bagages et tituba vers la porte. À mi-chemin, il s'arrêta et se retourna vers Vincent. Pour ce que ça vaut, dit-il d'une voix brisée, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vincent l'observa un instant. Ses excuses semblaient sincères. Peut-être motivées par la peur, mais sincères néanmoins. C'était plus que ce qu'offraient la plupart des hommes dans la situation de Tommy. Ne t'excuse pas auprès de moi, dit finalement Vincent. Excuse-toi devant le miroir. Excuse-toi auprès du Dieu auquel tu crois. Excuse-toi auprès de toutes les personnes que tu as blessées. Mais ne t'excuse pas auprès de moi, Tommy. Ce n'est pas moi que tu as lésé ce soir. Tommy acquiesça et suivit Miguel dehors. Le bruit de leurs pas résonna dans la cage d'escalier, s'affaiblissant jusqu'à disparaître complètement. Vincent resta seul dans l'appartement saccagé, entouré de meubles renversés et d'une odeur persistante de peur. Santos et Louis restèrent près de la porte, attendant les ordres. « Nettoyez tout ça, » dit Vincent calmement. « Tout. Je veux que cet endroit soit impeccable demain matin. De nouveaux meubles, une nouvelle peinture, tout ce qu'il faudra. Quand Elena rentrera de l'hôpital, je veux qu'elle arrive dans un palais. Et le propriétaire ?» demanda Louis. « C'est sa propriété. » Le sourire de Vincent était aussi tranchant qu'une lame. « Le propriétaire vient de vendre cet immeuble à une société écran qui m'appartient. Elena et Maria vivront ici pour toujours. » Santos sourit. « J'adore quand on joue au mania de l'immobilier. »« Ce n'est pas une question d'argent, » dit Vincent en se dirigeant vers la porte. « Il s'agit de faire en sorte que cette petite fille n'ait plus jamais à courir pieds nus dans la nuit. » Dehors, la ville bourdonnait de son énergie nocturne habituelle. Les sirènes au loin, le grondement de la circulation sur l'autoroute, le bruit de la vie qui continuait, indifférente aux petits drames qui venaient de se jouer dans l'appartement 2B. Vincent monta dans son SUV où Maria était recroquevillée sur le siège passager, toujours vêtue de la veste de Marco. Elle avait les yeux fermés, mais Vincent savait qu'elle ne dormait pas vraiment, qu'elle faisait seulement semblant, comme le font les enfants lorsqu'ils ont peur et ne veulent pas que les adultes le sachent. « Salut, petite courageuse, » dit-il doucement. Maria ouvrit immédiatement les yeux. « Ma grand-mère va bien? Elle va s'en sortir. Les médecins prennent bien soin d'elle. Et nous allons la voir tout de suite. Et le méchant monsieur. » Vincent démarra le moteur, qui ronronna puissamment. Le méchant monsieur est parti. Il ne fera plus jamais de mal à personne. Maria se redressa, observant le visage de Vincent dans la faible lumière du tableau de bord. « Es-tu un homme bon ou un homme méchant? » La question frappa Vincent comme un coup physique. Au cours de toutes ces années passées dans la rue, personne ne lui avait jamais posé cette question aussi directement. Ses ennemis le traitaient de monstre. Ses alliés le traitaient de leader. La police le traitait de criminel, mais une fillette de 8 ans voulait savoir s'il était bon ou mauvais. Et Vincent réalisa qu'il n'avait pas de réponse simple. « J'essaie d'être bon avec les gens qui comptent, » dit-il finalement. « Est-ce que je compte? » Vincent regarda son petit visage sérieux, confiant et courageux au-delà de son âge. Elle avait traversé le pire quartier de la ville pour sauver sa grand-mère. Elle avait confié sa douleur à un inconnu. Elle avait fait preuve de plus de courage en une nuit que la plupart des adultes en une vie. « Oui, dit-il doucement, tu comptes beaucoup. » Maria sourit. C'était le premier vrai sourire que Vincent lui voyait faire de toute la soirée. Il transforma son visage, la faisant ressembler à l'enfant qu'elle aurait dû avoir le droit d'être. « Alors tu es un homme bon, » dit-elle simplement. Alors qu'il roulait dans les rues désertes en direction de l'hôpital, Vincent se surprit à penser au choix qui l'avait conduit à ce moment, à la violence qui l'avait façonné, à la colère qui l'avait animé, à l'empire qu'il avait bâti sur la peur et le respect, et au type de justice que la loi ne pouvait offrir. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Vincent eut le sentiment d'être exactement là où il devait être. Peut-être que toute la noirceur de son passé l'avait conduit à ce moment, à cette petite fille qui lui faisait confiance, à cette chance d'être le héros dont quelqu'un avait besoin. L'hôpital se profilait devant eux, ses fenêtres brillant chaudement dans le ciel nocturne. À l'intérieur de ses murs, Elena était en sécurité et se remettait, et à ses côtés, Maria allait enfin rentrer chez elle, auprès de la seule famille qui lui restait. Vincent Morales avait bâti sa réputation sur la peur qu'il inspirait. Mais ce soir-là, il découvrit quelque chose de plus puissant que la peur. Ce soir-là,
il découvrit ce que c'était que d'être digne de confiance, d'être utile, d'être bon. Et pour la première fois de sa vie, cela lui semblait suffisant, vraiment suffisant. L'ascenseur de l'hôpital St. Mary's avançait avec une lenteur agonisante. Chaque étage était signalé par un léger ding qui résonnait dans l'espace exigu. Maria se blottit contre Vincent, sa petite main agrippant sa veste en cuir comme une bouée de sauvetage. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête, plongeant toutes dans une lumière blanche aveuglante qui rendait le monde trop lumineux, trop propre, trop différent de l'obscurité qu'ils avaient laissée derrière eux. « Et si elle ne se souvient pas de moi ?» murmura Maria lorsqu'ils arrivèrent au 4e étage. Vincent la regarda, voyant ses propres peurs d'enfance se refléter dans ses grands yeux. « Elle se souviendra de toi. Les grands-mères se souviennent toujours. » Le couloir s'étendait devant eux, bordé de chambres remplies de gens qui menaient leur propre combat. Vincent avait déjà parcouru ces couloirs, rendant visite à des membres de son équipe qui avaient été blessés par balles, poignardés ou battus. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, il n'était pas là pour le travail ou par obligation. Ce soir, il ramenait une petite fille chez la seule famille qui lui restait. La chambre 412 se trouvait au bout du couloir, sa porte légèrement entr'ouverte. À travers l'interstice, Vincent pouvait voir Elena assise dans son lit, ses cheveux gris soigneusement peignés, le visage meurtri, mais alerte. Elle regardait par la fenêtre les lumières de la ville en contrebas, perdue dans ses pensées. Maria ralentit le pas à l'approche de la porte. Vincent pouvait sentir qu'elle tremblait à nouveau. La même peur qui l'avait poussée à courir dans les rues l'empêchait maintenant de retrouver celle pour qui elle avait tout risqué. « Et si elle est en colère contre moi parce que je me suis enfui ?» demanda Maria. « Elle ne sera pas en colère, » répondit doucement Vincent. « Elle sera fière. Tu lui as sauvé la vie ce soir. » Il frappa doucement sur le cadre de la porte. Elena se retourna et, lorsqu'elle vit Maria debout dans l'embrasure, son visage se transforma complètement. La douleur, l'inquiétude, la peur, tout s'évanouit, remplacé par une joie pure. « Mija » souffla Elena en tendant les bras. Maria fondit en larmes et courut vers le lit, prenant soin de ne pas bousculer sa grand-mère en grimpant et en enfouissant son visage dans le cou d'Elena. Elena la serra fort dans ses bras, lui murmurant des mots en espagnol que Vincent ne comprenait pas, mais qu'il reconnut comme étant le langage de l'amour, du soulagement, de la famille réunie. Vincent se tenait dans l'embrasure de la porte, observant ce moment qui n'appartenait qu'à eux. Il pensa à toutes les familles qu'il avait déchirées au cours de sa carrière, à tous les enfants qui avaient perdu leur père et leur mère à cause de ses décisions. Mais ici, c'était différent. Ici, il avait aidé une famille à rester unie. « Merci » dit Elena par-dessus la tête de Maria, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous ne me devez rien, » répondit Vincent. « Vous m'avez demandé d'épargner la vie de Tommy, et je l'ai fait. Nous sommes quittes. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent légèrement. Elle s'attendait à de la vengeance, à de la violence, au genre de justice de rue dont tout le monde murmurait lorsque Vincent Morales était impliqué. Il est vivant. Il est parti, loin. Il ne vous embêtera plus. Vincent entra dans la pièce, sa présence à la fois réconfortante et imposante. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. 3 mois plus tard, Maria commença à l'appeler oncle Vincent. Elena insista pour qu'il se joigne à eux pour les dîners du dimanche, où elle cuisinait de quoi nourrir une armée et racontait des histoires sur son enfance au Mexique pendant que Maria faisait ses devoirs à la table de la cuisine. L'appartement avait été transformé en un endroit magnifique, rempli de nouveaux meubles et de peintures fraîches, mais surtout rempli de rire et de sécurité. Vincent découvrit qu'être digne de confiance signifiait plus qu'être craint, que protéger l'innocence était plus gratifiant que d'imposer le respect, que parfois, la chose la plus puissante qu'un homme pouvait faire était d'être présent lorsqu'un enfant avait le plus besoin de lui. Le quartier murmurait encore à propos de cette nuit-là. Mais les histoires avaient changé. Désormais, on parlait du chef de gang devenu ange gardien. On disait que la vraie force ne consistait pas à prendre ce que l'on voulait, mais à protéger ce qui comptait. On disait que la famille n'était pas toujours une question de sang.